aujourd'hui ce webinaire avec Mathieu Sanchez de Akazi. Mathieu, il a été ingénieur de recherche opérationnelle pendant 6 ans chez Air France. Il a été Head of Backend pendant 4 ans chez Usofleet. Il a été mentor chez Open Classroom. Et depuis 3 ans maintenant, il est CTO chez Akazi. Et en plus de ça, il anime un super podcast qui s'appelle Tronche de Tech. Excusez-moi, petit lapsus. Qui depuis 7 mois, que vraiment je vous envisage à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Selon ses mots, il nous invite à partir à la découverte de la face cachée de la tech au travers des portraits de personnages inspirants ou pas. Et j'aime bien cette approche. En tout cas, ceux que j'ai vus étaient très sympas. Et il bosse pour Akazi, qui est un outil de comptabilité pensé et développé pour simplifier au maximum le quotidien des freelances et des indépendants. Et il va nous parler de comment construire un projet, un produit scalable avec une équipe junior. Il a réussi à construire une équipe 100% composée de juniors reconvertis et à les faire évoluer. Donc, il a misé sur leur potentiel et les a fait grandir et il les a accompagnés. Et il va nous dire comment, sans les noyer, sans leur donner trop, mais tout en les faisant croître. Donc, c'est vraiment le bon dosage. C'est une démarche qui est trop souvent ignorée et qui permet d'accéder à un vivier de talents dont peu d'entreprises profitent. Donc, c'est aussi un good bet pour vous si vous avez envie de faire pareil et il va nous donner ces tuyaux. De notre côté, on est TPC, on est The Product Crew. On se définit comme le copilote du recrutement pour les startups et les scale-up ambitieuses. On a une vision qui est d'aider de bâtir les futurs champions européens de la tech. Et pour ça, on a créé une communauté un peu sélective qui réunit les meilleurs talents du dev, du product, de la data et du design. En 2 ans, on est arrivé à environ 10 000 membres qui s'aident à progresser dans leur métier en continu, avec des ressources techniques, avec des événements, avec du coaching, avec des lives comme celui-ci. Et on aide aussi nos membres à trouver leur prochain job au sein des meilleures startups et entreprises tech. C'est un système super efficace à base de sprints mensuels. Je vous laisse regarder sur le site. Aujourd'hui, on voulait vous proposer un petit cadeau de ressources euh, accessibles avec des QR codes. Donc, vous avez juste à flasher les QR codes avec votre téléphone. La première ressource, c'est sur le parcours de dev. Quels sont les différents parcours de dev, comment on peut évoluer dans sa carrière, que ce soit vers le management, qui est un peu la voie classique, mais vers la voie aussi principal engineer, staff engineer, distinguished engineer, des choses comme ça, ou les autres options que vous avez sous la main. Donc pour vous renseigner là-dessus, pour avoir toutes les infos, je vous invite à flasher le QR code de gauche. Et à droite, vous pourrez vous inscrire avec le QR code présenté à droite sur la newsletter Dev Booster qu'on vient de lancer il y a 2 semaines. Il sort du coup toutes les semaines, qui est pleine de tips, des méga ressources en ce moment sur les top hard skills. Donc on va faire un gros dossier sur tous les hard skills nécessaires dans la tech et on les a segmentés avec Stam de Passport Dev sur différents sujets et on vous donne 2 sujets par semaine en ce moment sur ce gros dossier. Donc pour récupérer ces ressources, c'est le QR code de droite. Je vous invite maintenant à écouter attentivement Mathieu avec ses gros insights sur comment on progresse avec des juniors. C'est à toi, Mathieu. Yes, alors, tac, que je m'en sorte avec Zoom, parce que je ne suis pas un habitué de Zoom, mais c'est pas si compliqué. Alors, tac, est-ce que vous voyez la présentation? Ouais, c'est bon. Tac. Donc, merci Mathieu pour l'intro. Et alors, je vois pas les questions dans le chat, donc si je vous réponds pas, on en parle à la fin. Euh, donc, je vais vous parler. Donc, le titre de la présentation, c'est Construire un produit scalable avec une équipe junior. Donc, on va parler de junior. On va parler un peu de qualité, puis on va parler aussi de tech. En fait, euh, comment créer finalement un environnement technique adapté à la montée en compétences de juniors. Comment les rendre en fait efficaces le plus rapidement possible. Et je vais commencer par la question. J'ai fait un post là-dessus. Donc la question qui tue, c'est est-ce que les juniors c'est trop cher pour les startups? Alors, je vais pas répondre à cette question exactement, mais je vais commencer par un truc qui est, je pense, un petit peu indéniable. Et malheureusement, voilà, je pense que c'est la réalité, c'est un junior, ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher un junior. Euh, et il y a plusieurs façons, entre guillemets, qu'un junior puisse coûter cher. Il y a la bonne et la mauvaise, on va dire, pour simplifier. La mauvaise façon pour un junior de coûter cher, c'est la qualité du produit. C'est-à-dire qu'en fait, si on arrive dans une équipe où il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas les bons process et on ne se soucie pas un petit peu de la qualité du produit, bah, ça va coûter très cher en qualité produit. Ça veut dire un produit qui va être difficile à maintenir, difficile à faire évoluer,
des bugs, voilà, donc pas mal de choses qui vont avoir un impact sur le client et donc ils vont coûter cher à l'entreprise. Donc ça, c'est la mauvaise manière. Et la bonne manière, entre guillemets, c'est en fait ce que coûte un junior, c'est du temps de senior. Puisque finalement, ce qu'on va voir un petit peu après, c'est que euh, le junior, il est là pour contribuer et puis il est là pour apprendre. Donc, il y a un temps de formation. Ce temps de formation, on peut se former forcément tout seul, mais le plus rapide, et là où l'entreprise va avoir envie de capitaliser, c'est en ayant un senior qui forme. Donc on va revenir là-dessus après. Donc j'ai mis quelques petites phrases qu'on entend parfois, qui sont pas forcément fausses, mais sur lesquelles j'ai envie un petit peu de challenger. On entend souvent les juniors, c'est que pour les grosses boîtes. Effectivement, plus une boîte est grosse en termes de nombre d'employés, plus c'est facile d'absorber ce coup-là, et plus c'est facile d'avoir suffisamment de seniors pour former les juniors. On entend aussi souvent que le bon ratio, c'est d'avoir 2 seniors pour un junior. Je sais pas si c'est vraiment le bon ratio, mais disons que c'est une règle un petit peu sortie du chapeau. Mais souvent, c'est vrai que si on prend en compte un petit peu les besoins de chacun, le côté, les seniors, ils ont aussi envie de passer du temps, eux, à développer, eux, à continuer à se former, à continuer à progresser. Euh, voilà, c'est un petit peu un ratio communément admis. Moi, je vais vous montrer que finalement, ça s'est passé un peu différemment chez Akazi, et je pense qu'on peut faire différemment. Et après, la dernière, je sais pas si c'est un peu du troll, mais les bootcamps, ça fait pas des vrais devs. Et il y a eu un post sur LinkedIn hier là-dessus où moi, je challengeais un peu la définition de ce que c'est un vrai dev. Voilà, un vrai dev, je sais pas quand est-ce qu'on est un vrai dev, aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que on est chacun à un niveau dans sa carrière de dev, et l'important, c'est de trouver un match entre le niveau auquel on est et ce que l'entreprise attend de nous. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un il a fait zéro dev, il n'en a jamais entendu parler, mais que l'entreprise elle est prête à le former de zéro, pourquoi pas. Si par contre elle attend un senior qui sait faire un certain nombre de choses, peut-être le junior ça matchera pas. Donc voilà, donc je challenge un petit peu là-dessus. Donc maintenant, ce qu'on va regarder ensemble, c'est d'abord la tech à Akazi. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé pour nous, en rappelant un petit peu ce qu'on fait, parce que c'est important aussi de voir le prisme par lequel je regarde. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des contre-exemples à ce que je vais raconter. Donc, Akazi, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous ai mis une petite photo de quand on joue à Mario Kart chez Akazi pour se marrer. Mais qu'est-ce que c'est Akazi? Akazi, du coup, c'est un expert comptable en ligne dédié aux freelances et indépendants. Donc, ce qu'on fournit concrètement, c'est une application web pour les clients et un back-office pour nos comptables en interne qui vont devoir traiter des flux comptables, donc ça veut dire des transactions bancaires, des factures de vente, des factures d'achat, etc. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est à la fois, donc on est une startup, on est une petite structure, on va voir après avec le nombre de personnes qu'on a dans l'équipe, mais on est aussi une boîte orientée, comment dire, euh, avec une forte composante business. C'est-à-dire qu'on n'est pas une boîte technique. On n'est pas en train de faire, je sais pas, un WhatsApp où en fait WhatsApp finalement le côté business c'est juste échanger des messages, j'exagère un peu, mais après la complexité technique c'est tout le temps réel, comment on fait pour synchroniser des messages, comment on fait pour distribuer sur plein de personnes, etc. Où du coup vous avez une boîte très technique où les problématiques sont un petit peu différentes. Moi je vais vous parler quand même des boîtes qui sont orientées sur vraiment un métier avec des fortes composantes fonctionnalité produit en fait, hein, vraiment un produit. Et donc chez Akazi, moi je suis arrivé fin 2020 en tant que CTO. C'était du coup une toute petite boîte. Je crois qu'il y avait 5-6 personnes à l'époque, dont 3 devs, qui étaient tous les 3 issus de reconversion. Donc pour leur faire un peu de pub, ils venaient du wagon. Et donc 3 juniors, parce que même s'ils avaient potentiellement quelques années d'expérience sur ce qu'ils faisaient en termes de dev, euh, ils avaient développé tout seul, concrètement tout seul, avec voilà, zéro formation, zéro encadrement. Et donc, moi, j'arrive sur un contexte où il y a peu de process, il y a peu je peux dire de soucis de la qualité parce que c'est pas le cas, mais disons qu'il n'y a pas forcément les bonnes armes, entre guillemets, pour construire un produit qui, à un moment, va pas avoir pas mal de problèmes, donc de nouveaux bugs, qualité, qui va ralentir. En fait, souvent, c'est ça le symptôme, c'est les développements ralentissent quand vous avez un produit où la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc, par exemple, il n'y avait pas de suite de tests, qui est quand même aujourd'hui, dans un environnement produit, un truc incontournable, quoi. Pas de test automatisé, j'entends.
Et donc aujourd'hui, on est arrivé, donc la tech début 2024. On a aujourd'hui une équipe de 6 devs. Donc vous voyez, ça prend du temps en fait. C'est un truc, c'est pas magique la formule pour faire progresser des juniors, ça prend du temps. Donc on est 6 devs. Donc aujourd'hui 5 reconversions. Donc Mathieu, tu disais 100% juniors, c'est pas tout à fait vrai. Donc on a recruté 2 juniors il y a un an et demi, qui sont de nouveau des gens qui sortent du wagon. Donc pour montrer que ces profils, on aime bien, ils marchent bien, ils nous apportent beaucoup. Et donc, on a 2 leads. Donc, un qui est un lead front-end qui, lui, qui a été recruté à l'extérieur, et un lead back-end qui est quelqu'un qui est du coup monté en interne, donc en 3 ans, en fait, qui est passé de junior reconverti à lead back, quoi. Donc, voilà. Et pour vous dire un petit peu, donc ça, c'est aussi pour me la raconter un peu, on a eu un audit tech par un cabinet indépendant sur lequel les feedbacks, ça a été donc high quality relative to industry standard. Donc, on a eu quand même une reconnaissance extérieure sur ce qu'on fait en termes de tech et de très bonne qualité. Donc, c'est cool, c'est indépendant, donc c'est-à-dire c'est pas juste moi qui le dis, c'est on a réussi avec une équipe qui sort pas de 5 ans d'école de dev, etc., à faire quelque chose qui est dans la qualité de rendez-vous. Donc ça, c'était pour l'équipe tech Akazi. Maintenant, je vais passer sur un sujet qui n'est pas forcément le cœur de la présentation, mais qui est important, c'est comment former un junior. Donc je ne vais pas vous parler de recettes magiques non plus sur la partie former un junior. Rien n'est magique de toute façon dans ce que je raconte. Euh, mais du coup, la recette, elle est assez simple. Le premier truc qu'il faut, pour moi, c'est un senior pédagogue. Donc ça peut être, donc en l'occurrence là chez Akazi, c'était moi, donc je vais dire que je suis pédagogue, mais en tout cas j'étais le senior. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais vous avez besoin de ça. Et la recette, ça va quand même être de passer du temps avec des juniors. Donc il y a plein de façons de le faire. Donc j'ai mis ce que j'ai appelé les techniques non techniques. C'est qu'après on va voir la partie environnement technique que je considère être le plus efficace. Mais ça, c'est les techniques non techniques. Donc tout ce qui se passe pour faire progresser, on va parler de soft skills, en fait, quels sont les soft skills et les process à mettre en place pour que ça fonctionne. Donc vous avez les 3 classiques, donc pairing, mob programming et revue de code. Donc pour définir ça rapidement, donc pairing, je code avec quelqu'un d'autre, donc le senior se met avec un des devs juniors pour coder une feature, donc ça permet d'échanger, de voir aussi les bonnes pratiques, de poser les questions, donc c'est un échange, c'est intéressant parce que c'est un échange one-to-one, donc hyper adapté à la personne. Donc on peut aller au rythme du junior, on peut vraiment, voilà, il y a moins de sujets quand on est en mob, donc mob c'est tous ensemble. Mob, on prend toute l'équipe et on voit tous ensemble, donc c'est cool parce que le senior, il décuple, entre guillemets, sa connaissance à toute l'équipe d'un coup. Alors qu'en pairing, c'est une seule personne. Donc c'est moins puissant, mais on est au rythme de la personne, tandis en mob, forcément, on a des choses qui vont être comprises, d'autres moins. On va avoir peut-être des gens qui vont moins oser s'exprimer, etc. Mais voilà, donc c'est des choses complémentaires. Et revue de code, hyper important aussi, parce que moi je trouve qu'il y a des gens qui parlent beaucoup ils disent le pairing, c'est génial, c'est ça qu'il faut faire tout le temps. Moi je suis pas d'accord. Je trouve que la revue de code, elle sert à plein de choses. D'abord, c'est bien de laisser aussi les personnes coder toutes seules. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a de la valeur à apprendre tout seul, à chercher tout seul. On apprend plein de choses qu'on n'avait pas prévu d'apprendre en cherchant, et donc à se débloquer tout seul. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que le senior, parfois, il a aussi d'autres sujets à traiter. On va voir après un petit peu tous les sujets annexes que le senior peut traiter, qui ne sont pas forcément je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas intéressants pour le junior, mais qui ne sont pas forcément là où vous voulez que le senior y progresse aujourd'hui. C'est-à-dire que le junior, il a plein de trucs à apprendre, mais il y a des choses qui sont plus cruciales que d'autres pour qu'il soit productif. Et le troisième point, c'est que du coup aussi le fait de faire de la revue de code qui libère du temps au senior, c'est important que le senior, même s'il est super pédagogue, faut qu'il s'écoute. C'est-à-dire qu'en fait, un senior, ça reste un dev. Souvent, les devs, ils aiment bien coder. Et donc, s'ils n'ont plus du tout le temps de coder, au bout d'un moment, ils sont fatigués, ils en ont peut-être un peu marre, ils sont peut-être moins patients. Donc, c'est important aussi dans ce process-là d'être capable de s'écouter, de dire, voilà, moi aussi, j'ai envie de passer une journée à un moment, moi, à développer. Donc, pour continuer à être efficace dans ma formation, je prends du temps pour développer de mon côté. Le deuxième point que j'ai mis, c'est capitaliser sur les lièvres. Je ne sais pas si le mot est très heureux, mais l'idée, c'est quand même de dire, OK, on est une équipe de plusieurs juniors,
en fait, à un moment, il faut aussi que, donc on va faire du pairing, on va apprendre des choses à quelqu'un, il faut que cette connaissance, elle se diffuse pas qu'avec le senior. Donc c'est important de voir, donc chacun a son rythme, il y a des gens qui ont un rythme forcément qui apprennent plus vite, et ben ces gens-là, il faut faire effet de levier, c'est-à-dire que eux aussi, il faut trouver un moyen pour dire, ok, en fait, à un moment, tu as appris plein de choses, comment tu fais pour toi aussi faire du pairing avec quelqu'un d'autre, pour toi aussi transmettre ta connaissance, etc. Donc assez vite, essayer de diffuser sur l'équipe cette partie pédagogie. Donc c'est très chouette parce que à la fois, ça permet de libérer le temps du senior et du coup de faire un espèce d'effet boule de neige, et en plus, vous apprenez aussi ce rôle de senior où il y a une grosse partie pédagogie. Donc les juniors apprennent cette compétence-là, qui fait partie pour moi des compétences incontournables d'un senior. Le troisième point, responsabiliser, faire confiance. Ultra important. Euh, le plus gros exemple, on reviendra un peu après dessus, mais il faut que vous montriez que vous avez confiance dans ce que les juniors savent faire. Donc ça peut passer, moi, l'exemple le plus frappant, c'est si tout le monde peut mettre en production ces fonctionnalités très très vite. Nous, chez Akazi, les juniors qui sont arrivés là, il y a 1 an et demi, en 2 semaines, même pas, ils avaient mis en prod leur première fonctionnalité. Et en fait, ça, c'est quand même important, hein. La prod, ça veut dire vous pouvez casser l'application de tous les clients, le business de la boîte, etc. Donc, quand vous montrez ça, vous expliquez aux gens, en fait, c'est un dev comme tout le monde, on te fait confiance, on sait que tu as les capacités de faire ces choses-là. Et ça, on sait que c'est un énorme levier d'accélération de la progression. C'est-à-dire que c'est des études psychologiques qui montrent ça, hein, c'est pas que dans le dev, mais faire confiance à quelqu'un, lui montrer qu'il est capable, lui dire que nous, on croit qu'il est capable, et bien en fait, eux aussi, ils vont croire qu'ils sont capables, et c'est un cercle vertueux. Donc ça, c'est hyper important, très très tôt, quand vous intégrez des juniors. Le dernier point, être exemplaire, comme tout manager, donc ça s'applique pas non plus que au dev, hein, mais en gros, bah, on s'applique à soi ce qu'on recommande aux autres. Euh, les revues de code, c'est pas que le code des juniors qui est revu, le code des seniors, bah, aussi qu'il soit revu par quelqu'un, c'est important. Ça montre aussi que la revue de code, c'est pas juste un process, c'est pas un process de contrôle, c'est un process de collaboration. Et donc, sujet hyper important de manière générale. Donc ça, c'était pour la partie non technique. Je vais rentrer un petit peu maintenant dans les... Alors, avant de rentrer dans les parties techniques, on va définir ce que c'est un dev productif. Donc, ce qu'on attend, finalement, c'est un peu ça. C'est un moment pour que l'investissement soit rentable. Donc, j'aime pas trop ces mots, hein, mais je les utilise parce que je pense que c'est ça qui est parlant. Pour que l'investissement soit rentable dans le junior, il faut qu'il soit vu comme productif, donc qu'il produise des choses. Et qu'est-ce que c'est un dev productif? Donc, j'ai demandé à un CEO, un CMO, un CSO, donc des gens du business. Vous avez vu, j'ai pas demandé à un CTO. Ils vous répondront tous la même chose. C'est un dev qui crée de nouvelles fonctionnalités. Donc, je simplifie un peu le truc, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, en tant que dev, une journée productive, c'est pas forcément une journée où on a fait des nouvelles fonctionnalités. C'est une journée où on a codé des trucs, on a résolu des problèmes. Ça peut être, oh, j'ai réparé le serveur, j'ai compris un truc sur la base de données, etc. Donc, nous, on a l'impression d'avoir été productif dès qu'on a fait plein de trucs techniques. Le problème avec ça, c'est que le métier, et on est quand même dans une boîte qui a besoin de faire du chiffre d'affaires, de gagner des clients, etc., hein, normal, hein, de vivre, quoi. Euh, Ce que le business voit, c'est plutôt les fonctionnalités que vous sortez. Alors, ça veut pas dire que c'est toujours bien de sortir plein de fonctionnalités, mais je simplifie, on va dire, pour la présentation. Donc ça, c'est important à comprendre. Et donc maintenant, ce que ça implique pour un junior, donc notre objectif en tant qu'équipe tech, c'est de délivrer la valeur identifiée par l'équipe product le plus vite possible. Donc on va supposer que l'équipe product fait bien son travail, donc en gros, elle génère un backlog, elle nous donne des choses à faire qui sont pertinentes du point de vue de la boîte, du point de vue du client, etc. Donc on fait confiance à l'équipe product pour ça. Et nous, équipe technique, même si on peut intervenir dans ce process, etc., je ne rentre pas dans le débat, mais l'important, c'est qu'on délivre ça au plus vite. Donc c'est pour ça que je faisais le raccourci délivrer des fonctionnalités. Ça implique deux choses. La première, c'est que plus le junior va contribuer aux nouvelles fonctionnalités, plus il va être vu comme productif. Donc c'est là où on a envie qu'il apprenne, on a envie qu'il apprenne à faire de nouvelles fonctionnalités. Et la deuxième conclusion, c'est que tout ce qui est support à la tech n'est pas vu comme productif. Donc qu'est-ce que j'appelle support à la tech? C'est gérer une infrastructure. Donc gérer des serveurs, le business, en fait, il s'en fout, il voit rien, en fait, les trois quarts du temps. Faire une mise à jour technique, un patch de sécurité, bon, pareil, le business, les trois quarts du temps, ils voient rien à ça. Donc pour eux, c'est pas productif. Donc la suite et la dernière partie de ma presse, c'est comment on fait pour
minimiser en fait ce support tech et maximiser cet impact qu'on peut avoir sur les fonctionnalités. J'ai oublié que j'avais cette slide aussi. J'ai plein de slides en fait. Donc j'ai appelé ça le problème du full stack. Et j'ai renchéri en appelant plutôt du full stack. Ce qui se passe en startup, c'est que souvent, on n'est pas beaucoup, donc on est des devs full stack. Ça veut dire qu'en fait, le full stack, c'est vous faites du back-end et du front-end. Le full stack, c'est vous faites plus de choses. Vous faites de l'infra, donc des ops. Vous faites de la QA. Vous faites de la sécurité. En fait, on fait vraiment plein de choses. On va configurer peut-être des DNS, des choses comme ça. Donc, c'est plus large que juste coder nos petites features. C'est la réalité un petit peu des startups. Hein. C'est rare qu'on puisse se payer un ops dédié aux ops, un QA qui regarde toute la chaîne de qualité, etc. Généralement, on peut pas. Et en plus, je pense que c'est une mauvaise chose. Voilà, vaut mieux investir aujourd'hui dans des devs et comment dire, euh, répartir ce process sur l'ensemble de l'équipe plutôt que d'avoir quelqu'un dédié, ça coûte trop cher. Et donc maintenant, on a 3 choix en sachant ça pour notre junior. Donc soit le junior, il devient full stack, mais il met 3 ans à devenir un bon software engineer parce qu'en fait, il a tellement de trucs à apprendre. Donc il apprend plein de trucs, hein, c'est chouette. Je ne dis pas que c'est des connaissances qui ne servent pas. Je dis juste que d'un point de vue être productif, tout ce qu'il va apprendre qui n'est pas du software engineering, eh ben, ça va ralentir le moment où le business le voit comme productif. Le deuxième choix, c'est le senior gère tout ce qui n'est pas juste du dev, mais du coup, il a moins de temps pour former, et on a vu que c'était hyper important qu'il passe du temps à former l'équipe. Et la troisième option, qui est celle que je vais explorer, on réduit au strict minimum le superflu. Donc je vais rentrer maintenant là-dedans, et j'ai mis en bas un petit PS, mais le full stack classique, front-back, ça on garde, ça c'est bien. On pourrait discuter sur le fait que ça serait plus facile pour un junior d'être juste back ou juste front. Je pense que c'est vrai, mais on va voir comment on peut travailler là-dessus. Et ensuite, dans une startup, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire qu'en fait, si on commence à avoir des devs, si on a 4 devs, on a 2 backs de front, bon, il y en a un qui est malade, il y en a un qui est en vacances. En plus, on est obligé de séparer toutes les tâches en une tâche back, une tâche front. Ça fait plein de problèmes de communication. Bon, moi, je suis vraiment pas pour ces méthodes-là. Donc, je pense qu'il faut faire du full stack. Mais si on peut éviter le full stack que j'ai défini ici, c'est mieux. Et donc maintenant, enfin, le bon environnement tech pour capitaliser au plus vite. Donc j'ai 3 points principaux aujourd'hui. Il y en a d'autres. Moi, je vais insister sur ces 3-là. Et après, on aura fait le tour de ma présentation. La première chose, c'est un framework riche. Donc aujourd'hui, tous les techs ne sont pas forcément d'accord avec ça, mais ça fait gagner énormément de temps, de manière générale. J'ai mis le pouvoir du framework riche, c'est des features, pas de la plomberie. Donc en gros, de nouveau, on se concentre sur délivrer de la valeur pour le métier, pas faire de la plomberie, pas intégrer des librairies ensemble, pas choisir des librairies pour savoir laquelle est la meilleure. Et dans ce cadre-là, ce qui est très cool, c'est que donc le junior peut se concentrer sur la valeur, puisqu'il passe pas son temps à se dire attends, comment elle marche cette librairie, etc. Donc on va apprendre le framework, hein. Certes, on va apprendre le framework. Mais le framework, ce qui est intéressant, ce que j'ai mis en dessous, c'est que c'est un univers cohérent en général. La documentation, c'est toujours la même. Donc en fait, quand il y a une nouvelle librairie, quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui est gérée par le framework, on n'a pas une nouvelle librairie intégrée, la documentation est la même. Souvent, il y a les mêmes conventions de développement, donc c'est plutôt facile. Et tout ce qui est cette charge qu'on a en plus d'habitude à dire, attends, leur doc, elle est où à eux? Ah ouais, en fait, ils vont dans un wiki sur GitHub. Ah ouais, non, en fait, là, on est univers cohérent, donc on gagne du temps. Le framework, souvent, il couvre aussi 80% des besoins tech. Donc, pareil, hein, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais moi, je persiste que dans le web, en fait, il y a des frameworks vraiment très, très puissants. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'autres librairies, hein, mais ça veut dire que dans plein de cas, vous allez prendre un truc standard, le framework répondra aux besoins. Il facilite aussi le full stack. Donc, on en parlait juste avant. Important de pouvoir être full stack, de pouvoir être front et back. Le truc, c'est que si vous n'avez pas un framework, que vous commencez à avoir quelque chose pour le front, quelque chose pour le back, une API entre les deux, vous avez tout ça à maîtriser, c'est de la complexité en plus pour le junior. Le framework, souvent, en fait, il a la partie front-end, la partie back-end un peu intégrée avec des modules de templating, etc., qui font que, finalement, un junior, au début, j'exagère un peu, hein, mais il ne se rend pas tout à fait compte qu'il est en train de faire du front et du back de manière séparée. Il ne se rend pas tout à fait compte, et du coup, ça fait moins peur, et c'est plus facile. Donc, un autre aspect fort du framework. Après moi, du coup, le framework que je connais bien, c'est Rails. Donc, ce que je peux vous citer qui est cool aussi avec quelque chose comme Rails, c'est que même des tests end-to-end, donc les tests end-to-end, c'est quelque chose que beaucoup de startups font une croix dessus.
parce que c'est un peu compliqué à mettre en place. Donc des tests end-to-end, juste pour définir ça pour tout le monde, c'est des tests où on simule un utilisateur. Donc en gros, vous avez vraiment votre appli, et on a un robot qui vient cliquer aux bons endroits, remplir les champs, etc. Donc il y a des inconvénients, c'est lent, etc. Ça peut être problématique, mais c'est hyper puissant parce qu'en fait, vous testez vraiment comme un utilisateur. Donc vous testez des vrais cas de la vraie vie, et donc c'est moins peut-être en plus c'est moins fragile peut-être que des fois des tests unitaires mal faits, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est un process important de qualité que beaucoup de boîtes n'ont pas, et qu'avec un framework comme Rails, en fait, vous avez built-in dans le framework. Donc, pas besoin de vous dire, OK, comment on setup ce truc-là, comment on fait, toute la configuration est déjà faite. Donc, vous gagnez vraiment beaucoup de temps et même de la qualité avec un framework. Donc ça, voilà. Et donc, de nouveau, le junior, il peut se concentrer sur, pas la plomberie, la valeur. Le deuxième point, ultra important pour moi aussi, c'est utiliser donc une plateforme as a service. Donc j'ai mis des exemples. Donc alors nous on est chez Heroku. Du coup pour compenser, j'ai mis des exemples français, franco-français, donc Scalingo et Scaleway. Ce qui est très cool avec ça, c'est on se soucie presque jamais de l'infrastructure. À nouveau, le junior, du coup, il n'a pas à apprendre les ops. C'est très cool d'apprendre les ops, c'est très cool de comprendre comment ça marche, mais dans vos 2 premières années de dev, bah, si vous pouvez vous concentrer sur le reste, c'est mieux. Donc, vous apprenez pas ce que c'est un serveur, un load balancer, un proxy. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça. On a juste besoin de comprendre des abstractions fournies par le provider, la plateforme as a service. Le deuxième point qui est hyper important, c'est le déploiement est facilité et accessible. C'est-à-dire qu'en gros, si vous créez votre propre infra sur un AWS, etc., il faudra vous créer vos outils de déploiement, etc. Là, le déploiement avec une plateforme comme Heroku, c'est vraiment hyper simple. Je dirais, le junior, il prendra 5 minutes à apprendre ça. C'est pour ça que je vous disais, en 2 semaines, chez nous, il déploie. On passe pas de temps à apprendre ça. C'est hyper facile. Euh, Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, et en plus, dans l'étape de responsabilisation, je vous avais dit le déploiement, qui soit facile, donner la main sur la prod à des juniors, ça facilite la responsabilisation. Donc c'est encore un truc qui permet de leur donner confiance et de les faire progresser. Et le dernier point avec ces choses-là, c'est que la sécurité, donc la sécurité, c'est pareil, c'est un gros sujet. À la fois la sécurité applicative, donc vous pouvez coder des trucs qui créent des failles de sécurité, ça c'est toujours un truc, et donc effectivement il faut progresser là-dessus, mais vous pouvez créer des problèmes de sécurité sur votre appli parce que vous gérez mal l'infra. Et donc c'est un vrai métier de gérer une infra. Donc, quand on a un truc, une plateforme as a service, cette sécurité infra, en fait, 95% est délégué à l'infra. Donc, en fait, moi, ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'on me pose des questions des fois. C'est quoi vos process de sécurité sur l'infra et tout? Je dis, attendez, moi, c'est Heroku. Ils sont ISO, je sais pas combien, ils sont certifiés et tout. Et en fait, ça m'évite aussi plein de travail, moi, d'audit de sécurité, choses comme ça, parce qu'en fait, c'est délégué chez Heroku. Si Heroku se fait pirater aujourd'hui, il y a d'autres problèmes que Akazi dans le monde pour d'autres boîtes. Donc, je m'en soucie pas trop. Et pour vous donner un exemple là, que j'ai entendu sur un podcast récemment, du coup, c'est des gens qui ont leur infra. Donc, il y a plein de raisons d'avoir sa propre infra. C'est pas le sujet. Mais... Donc, ils ont leur propre infra. Et pour déployer, donc c'est sur AWS, et pour que les users, les développeurs puissent déployer, développer, etc., bah, ils ont des clés API en local. Ce qu'on n'a pas avec Heroku. En fait, avec Heroku, vous avez vous sign in dans l'interface web, donc vous pouvez toujours vous faire piquer vos identifiants mots de passe, c'est pas le sujet. Donc, eux, ils ont leur clé API en local sur leur machine pour pouvoir travailler avec l'infra. Et en fait, ce qui s'est passé un jour, c'est que sans faire exprès, il y a un développeur qui a commité sur Git en public son bash.rc, en fait, son fichier de configuration où il y avait sa clé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que GitHub, en fait, en gros, il y a des bots qui scannent GitHub, et donc en 2 minutes 30, il s'est fait piquer sa clé. Ils n'avaient plus accès à leur infra, plus accès à AWS, plus rien en fait. Ils s'étaient fait pirater leur app, donc ils ont mis 24 heures en gros à tout récupérer, à remettre leur app debout, etc. Donc tout ça pour vous dire que déjà un senior là-dedans, il s'arrache bien les cheveux, surtout s'il n'est pas spécialisé dans les ops. Alors un junior, imaginez le truc. Et de nouveau, là, zéro valeur pour le business en fait. Zéro valeur, super, on s'est fait pirater. En fait, on est là avec des configs dans nos bash RC, on a tout ça, c'est je vais dire c'est du superflu, c'est un gros mot, c'est pas du superflu, mais c'est pas le focus que doit avoir une startup, en tout cas une startup comme Akazi, où la valeur, c'est des fonctionnalités pour les users. Et mon dernier point, qui est un petit peu, je sais pas si c'est un petit peu un troll ou pas, mais le sujet du microservice.
Donc pareil, pour une petite structure, donc j'ai mis pouvoir ne pas rendre fou le junior, parce que et pareil j'ai mis OK, qu'est-ce qui est les microservices, ça rajoute énormément de complexité. Donc complexité de l'infra, complexité de la gestion, complexité du déploiement, complexité de la surveillance. En fait, si vous avez des logs, vous voulez voir ce qui se passe et comprendre un bug dans une infra microservice, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, ça demande énormément de travail supplémentaire. Donc on parlait de travail des ops, on parlait de travail de sécurité, etc. Donc on pourrait dire, en fait, un contre-argument là-dessus, ça pourrait être de dire, mais en fait, c'est cool parce que du coup, s'il y a 25 microservices, en fait, le junior, on le met sur un seul microservice, c'est plus facile, en fait. Il a juste à maîtriser ce truc-là. De nouveau, la réalité d'une startup, c'est que on est 5. En fait, mettre le junior sur un seul microservice, c'est rarement le cas. C'est-à-dire qu'il va être hyper limité dans ce qu'il peut faire. En général, il va y avoir des fonctionnalités qui touchent plusieurs services. Il va falloir travailler un peu sur tout, déployer ensemble, etc. Donc, il y a toute une mécanique à mettre en place. Donc, de nouveau, un travail d'ops. Et donc, on revient à mon truc du début. Soit le senior, il fait tout ce travail-là, soit le junior, il doit apprendre tout ça. Et il met beaucoup plus de temps à être productif. Donc, les microservices de monolithes, moi, j'ai plein, comment dire, je suis assez. Je l'ai fait dans mon ancienne boîte. En fait, on a fait une migration monolithe vers microservices où on était une petite boîte à la fin. Je crois on était 20 tech. Et c'était déjà on l'a peut-être pas parfaitement fait, mais c'était déjà complexe à gérer. Et du coup, pareil, pour un junior là-dedans, pour des stagiaires, etc., on était obligé de les cantonner sur des petits services pour qu'ils puissent travailler, parce que sinon, c'était trop de complexité à gérer. Voilà, donc je déconseille fortement les microservices en startup, sauf si vous avez une très bonne raison. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai mis, donc là, on va pas la regarder ensemble, mais si vous voulez vous marrer un petit peu, je vous ai mis en bonus une vidéo sur les microservices qui est très très drôle. Faut comprendre en 3 minutes. Euh, et du coup, elle se lance, mais je sais pas si vous entendez le son, mais on va pas la regarder. Et j'arrive à la conclusion, donc la fin de ma présentation. Ce qui est pertinent pour le business est souvent pertinent pour les juniors. C'est pas de moi, hein, c'est de Gandhi. Blague à part, ce que je vous ai montré là, je l'ai montré sous le prisme de la montée en compétences des juniors, rendre les juniors productifs, etc. Moi, mes convictions, c'est que ce n'est pas juste pour les juniors qu'on le fait, hein. On le fait globalement, même pour un senior, ça le rend plus productif sur la valeur qu'il peut délivrer à la boîte. Donc c'est pour ça que je mets cette phrase-là à la fin, c'est qu'en fait, en réalité, ces choses-là, je pense que sont des bonnes choses de manière générale, mais sous le prisme des juniors, en plus, ça permet d'intégrer plus facilement des juniors dans une équipe, de les faire progresser sur le software engineering, et c'est ça qui permet à la fin d'avoir des juniors qui deviennent lead, d'avoir des juniors qui savent se soucier de qualité et faire du code de qualité, et donc c'est hyper bénéfique, je pense, pour tout le monde. Voilà. Super, merci Mathieu, super instructif. Je te rejoins complètement sur les monolithes et les microservices. On sort enfin de cette hype sur les microservices à tout prix pour tout le monde, et y compris pour les petites startups. Le mouvement s'est amorcé et c'est tant mieux. Ouais. Et je trouve ça très juste aussi ce que tu dis sur, en gros, c'est pas limité aux juniors, ce sur quoi on veut focus, c'est l'impact qu'on peut avoir, pas forcément sur les évolutions de la tech pour la tech, et ça, c'est pas que pour les juniors. On va passer un petit peu aux questions. On a quelques questions, on n'a pas beaucoup de questions pour l'instant, n'hésitez pas à en envoyer. Alors, si tu veux, je peux regarder, il y en a plein, je peux dérouler là. Je sais pas si tu veux les poser ou je les déroule direct, j'en ai vu quelques-unes là, je viens d'ouvrir Oui, mon je écran pensais là. donner le micro aux gens, histoire qu'ils donnent un Ok. peu de contexte et qu'ils aient l'occasion de parler. Je voulais parler à Edgar Fournival, par exemple, qui a une petite question sur le télétravail et sa mise en place par rapport aux enjeux que tu décris. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Edgar, t'es avec nous? Allô, bonjour. Bonjour. Super. Alors, oui, ma question c'était est-ce que c'est possible de former un junior et de l'accompagner en télétravail complet parce qu'il y en a de plus en plus. Et je sais que ça pose certaines difficultés, notamment on ne peut pas être à ses côtés tout au long de la journée. D'ailleurs, c'est peu souhaitable même en présentiel, hein, mais voilà, je voulais avoir ton retour d'expérience, Mathieu, à ce sujet. Ouais. Alors, je n'ai pas fait du 100% télétravail. Nous, ce qui se passe en fait aujourd'hui dans le process d'onboarding, c'est que les juniors, ils viennent 100% sur site les 2 premières semaines. Et après, on est sur un rythme en gros de
il y a un jour où on vient tous ensemble au bureau le mardi, donc toute l'équipe. Donc ça, c'est quand même cool pour pouvoir échanger. Et après, il y a un autre jour où chacun vient quand il veut dans la semaine. Donc ils viennent 2 jours par semaine. Le reste du temps, c'est du télétravail. Donc ça, c'est un mode un peu hybride. Ça marche bien. Est-ce que c'est possible? Moi, j'ai formé des, comment dire, j'ai formé. En tout cas, j'ai onboardé le lead en 100% télétravail parce que c'était en Covid. Donc l'onboarding est possible. Ah, en fait, je vais te dire, ça dépend du junior. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, tu as les outils pour faire du pair programming à distance. Donc, tu l'as sur les suites JetBrains, tu l'as sur Visual Studio. Et après, si tu fais pas mal de revues de code, ça marche aussi. Mais voilà, je pense qu'il faut que tu aies un junior assez mature pour être capable de demander assez vite quand il est bloqué, tu vois, sinon si tu dois le suivre, toi, tout le temps, ça peut faire partie du rôle, hein, mais quand tu es un senior, que tu as 3 juniors et que tu dois les checker toi-même, c'est quand même mieux s'ils ont la maturité de venir vers toi. Donc je pense que c'est possible. Euh, Nous, on aime bien quand même ces 2 semaines où on les a sur site, ne serait-ce que pour créer un petit peu le relationnel. Je pense que c'est quand même plus facile. Super, merci Mathieu. On va prendre une autre question de Nicolas Hudaver sur le mob programming. Nicolas, est-ce que tu es disponible? Ouais, vous m'entendez? Oui. Yes. Ouais, c'était sur spécifiquement le mob programming, donc ce que je connaissais pas ce terme-là. Donc c'est quoi? C'est du code avec toute l'équipe, c'est ce que tu disais? Ouais, tu prends toute l'équipe et en gros, bah, tu fais le code tout seul. En fait, du peer programming, c'était à 2 avec un seul clavier. Le mob programming, c'était à N avec un seul clavier aussi. Donc, Ok, en fait, c'est en permanence, tu vas commenter le code et tu vas regarder ce qu'on peut mieux faire, tu discutes, quoi. ok. Et du coup, ce que tu disais, enfin, ma question c'était dans quel cadre tu peux le mettre en pratique? Est-ce que c'est sur des features liées à l'entreprise ou est-ce que tu le fais sur des cas pratiques, des exercices plutôt, des sortes Bah, de kata. ouais, Plutôt, alors, une sorte de- ouais, bah, non, mais du coup, pour moi, tu le fais sur des features. Nous, on essaie de trouver des features propres à ça, c'est-à-dire en fait où on a, le contexte est suffisamment facile pour que tout le monde puisse raccrocher les wagons, parce que des fois, voilà, il y a plein de concepts métiers que tout le monde ne maîtrise pas forcément, ça arrive. Mais non, non, tu le fais sur des features, sur des exercices. En fait, c'est vraiment une approche complètement différente. Tu vois, nous, l'idéal, en fait, c'est de se dire à la fois tu apprends à coder ensemble, mais à la fois tu progresses sur ta compréhension de notre application. Donc, idéalement, si Ok. tu peux le faire sur des features, tu fais. Mais finalement, à la fin, ça donne lieu à, ouais, comme si tu avais fait Ouais, bien sûr. une pull request classique, tu vois. Donc, voilà. Mhm. Ok, merci. Après, c'est un exercice, pardon, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile, qui n'est pas forcément aussi adapté à tout le monde, parce que tu vois, t'en as qui vont parler plus que d'autres, qui vont oser plus que d'autres, Oui, etc. Je pense qu'il est tout le temps instructif, mais faut pas non plus en abuser, tu vois. ouais. Et c'est à quelle fréquence tu dirais enfin, vous le mettez en place? Non, nous, enfin, on le met en place, on l'a fait de temps en temps, mais c'est pas facile. En fait, nous, toutes les 2 semaines, en fait, on fait 1 heure d'un truc qui s'apparente parfois à ça, c'est où on a des discussions de texte, c'est plutôt de l'architecture, mais des Ok. fois, en fait, on va faire de la revue de PR, revue de pull request tous ensemble, et on a fait quelques fois vraiment essayer de coder tous ensemble. Mais c'est pas simple. Après, quand Mhm. c'était de la formation de junior, tu vois, donc c'était au tout début, si, on le faisait de temps en temps, où en fait, moi, je me disais, là, j'ai un truc, où je me dis c'est sympa si on peut le voir Ouais, tous ensemble, mais ok. c'était pas forcément, tu vois, c'était moins de la collaboration, c'était plus de je vais montrer des techniques en fait. Donc c'était un peu différent de ce que tu auras dans une équipe qui tourne, on va dire. Ok. Super. On a plusieurs questions là. Je ne vais pas donner le micro du coup, mais plusieurs questions qui parlent de la même chose sur la gestion de l'intelligence artificielle type copilote ou Ouais. Comment tu vois ça, toi, sur l'évolution des juniors, le fait d'utiliser ces outils un peu récents qui te permettent d'avoir des réponses sans l'intervention d'un mentor? Honnêtement, j'ai pas assez d'expérience pour vous donner je pense, une réponse pertinente là-dessus. Euh, je, ouais, honnêtement, je sais pas. C'est-à-dire que je pense que ça peut en fait, si tu l'utilises en mode
comme tu ferais de la recherche aujourd'hui, c'est-à-dire tu ferais de la recherche sur Stack Overflow, tu sais de comprendre des trucs et tout, donc tu lui poses des questions. Si tu l'utilises en mode donne-moi le code pour, je pense pas que ça soit une bonne chose. C'est comme, en fait, c'est un peu le même truc. On fait la blague de tu vas copier-coller du code de Stack Overflow. Bah là, c'est un peu pareil. Si tu demandes à ChatGPT de te faire le code, je suis pas sûr que ça soit un outil pertinent pour un junior, au contraire, parce que aujourd'hui, on sait qu'il faut regarder le code de ChatGPT avec un œil critique, quoi. Si tu l'utilises vraiment un petit peu comme un prof pour te guider, pour essayer de te dire, en fait, bah tiens, il va te dire, ah ouais, dans tel cas, tu as tel design pattern, tu as telle technique, tel machin. Là, je pense que c'est intéressant parce que du coup, tu peux après, derrière, te dire, OK, bon, là, il m'a répondu, je vais aller creuser cette technique-là parce que je la connaissais pas. Voilà. Donc, je pense qu'il peut te, tu vois, il peut te donner euh, plein d'éléments qui, si toi, tu vas les creuser, te permettent de progresser vite, bien. Voilà. Et je pense qu'il faut coupler ça forcément avec un, un dev expérimenté qui te permet quand même d'avoir le regard critique sur ce que te racontera ChatGPT, quoi. On est d'accord, je sais. J'ai l'impression que c'est un peu comme pour Stack Overflow, en réalité, si tu n'as pas un garde-fou derrière, c'est un petit peu risqué. Donc, Ouais, créer une réponse et la copier-coller telle quelle, c'est pas une bonne idée, mais y trouver des pistes de réponse et aller vérifier ailleurs en lisant la doc ou des choses comme ça peut être pas ouais, mal. Avec, par contre, comme trade-off, qu'on n'a pas vraiment, en gros, si tu vas sur Stack Overflow, tu vois des gens qui commandent, qui répondent, qui mettent des notes. Avec ouais, chaque tout seul avec lui, il n'y a personne pour faire le contrepoids ouais, et complètement faux et hallucinant. ouais. Et tu n'auras aucun recul pour le savoir. Non, mais tu vois, en tout cas, voilà, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il est vraiment intéressant pour découvrir des trucs, en fait. C'est-à-dire qu'il va, tu as peut-être un problème que tu vas lui soumettre, et en fait, c'est difficile. Des fois, c'est ça, tu as un problème, et en fait, dans Google, si tu connais pas le nom de la solution, le truc, tu as du mal à le décrire. Avec ChatGPT, potentiellement, tu peux lui donner le code et lui dire, en fait, tu as une technique là, il va peut-être te dire, ah bah tiens, ça c'est un pattern factory, tu vois, peut-être il va être capable de te faire des trucs comme ça, que toi ensuite tu vas aller creuser. Donc, voilà, je pense que c'est une utilisation vraiment en tant que prof, mais pas en tant que pour un junior, en fait, je pense pas qu'il faut l'utiliser comme une aide de code. Tu vois, c'est pas lui qui te fait ton code. Je pense que ça, c'est plutôt quand tu es senior et que tu es capable de dire, OK, il me génère du code, je suis capable de regarder, oui, il est pertinent, ça m'a fait gagner parce qu'il y avait 30 lignes à écrire, en fait, ça m'a fait gagner du temps. Ouais, on est d'accord. Pour la petite histoire, j'ai déjà eu en code review découvert des choses que je me suis dit, tiens, d'où ça vient? Et en fait, ça venait de ChatGPT, Ok. c'est approprié. Et c'est vrai que c'est le côté intéressant de se dire, bah, ça, je connaissais pas, c'est une bonne idée pour le sujet. Et en plus, Ouais. c'est bien implémenté, donc ça peut avoir un intérêt comme ça. Ouais. On va passer à une autre question. Là, on va être Tanguy Barry qui avait une question plus orientée tech et produits. Est-ce que tu es avec nous, Tanguy? Oui, je suis là. Merci Mathieu pour l'opportunité de prendre la parole. Et Mathieu, justement, j'ai une question sur la relation entre la tech et le produit. On sait que c'est Ouais. parfois, même souvent, déséquilibré en startup et un peu après. C'est pour ça que tout le monde veut des devs 5 ans d'expérience, hyper bons, hyper opérationnels tout de suite. Moi, je trouve que c'est un tour de force d'avoir fait monter en compétences et construit un produit avec une équipe 100% issue de reconversion. Et je me demandais comment tu avais fait pour instaurer une culture technique comme ça ou eu suffisamment de poids pour faire accepter ça aux autres dirigeants, quoi? Que ça soit des juniors de reconversion, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, du coup, ça n'a pas été très difficile parce que, pour tout te dire, la jeunesse d'Akazi, en gros, le CEO d'Akazi, Jonathan, c'est un expert comptable. Et en fait, il a essayé de lancer sa startup et au début, il a essayé de faire son produit avec des agences. Et il avait vachement de mal parce qu'il maîtrisait pas du tout la tech. Et donc, en fait, il est parti, lui, faire le wagon. Et c'est là qu'il a rencontré les premiers devs. Donc, lui, Mmh. en gros, il était finalement assez convaincu de ses profils. Ouais. Et donc, ça n'a pas été. Voilà, on était dans un environnement déjà bienveillant vis-à-vis de ça. Voilà. Après, ce qui est rigolo, c'est que j'ai des fois des discussions où moi je trouve que, tu vois, l'équipe, elle est vraiment bien, elle fonctionne bien, elle est hyper forte. Et je discute avec d'autres gens et je leur dis, mais en fait, moi j'ai une super équipe, je suis trop content et tout, machin. Et il me dit, non, mais attends, t'as une meilleure équipe que cette équipe-là, mais regarde, en fait, ils ont tous des écoles d'ingé, des machins et trucs. J'ai dit, ouais, mais en fait, tu vois, c'est pas, déjà, c'est pas le diplôme qui compte. Et surtout, en fait, moi j'ai vu des équipes avec des gens hyper capés où le problème, c'est que les gens, ben, sur une boîte orientée produit, les devs sont pas assez orientés produits.
Et donc, du coup, ça joue vachement. C'est-à-dire qu'en fait, on code des trucs et puis on se soucie pas trop de. Là, aujourd'hui, moi, chez les devs, la force aussi, je trouve, des reconversions, c'est qu'ils ont vachement de recul. En fait, ils veulent pas coder un truc qui sert à rien. Donc, ils sont là, OK, pourquoi? Attends, ça marche pas. Ils challengent vachement le produit. Et donc, moi, je trouve que, en vrai, au quotidien, euh, c'est assez fort. Donc ça, voilà, je l'ai échangé, j'ai échangé du jeu avec d'anciens collègues qui ont été, tu sais, issus voilà, de grandes écoles, en leur disant, maintenant, en fait, l'équipe tech, c'est pas forcément juste des gens avec un bac plus 5, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu penses que côté senior, j'avoue, j'enchaîne sur une deuxième question. Est-ce que tu aurais pu avoir des seniors qui auraient fait le même taf de mentor que toi, si c'était des gens issus de reconversion, allez, avec 1 an et demi, 2 ans d'expérience? Euh, c'est une bonne question. 1 an et demi, 2 ans d'expérience, tu vois, je pense qu'il faut vraiment être très costaud. C'est-à-dire que tu peux avoir la pédagogie, tu peux avoir l'apprentissage et tout. En 1 an et demi, 2 ans, tu vois, il y avait beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand je décrivais tout ce qu'il y avait chez Akazi, il y a la partie software engineering, mais du coup, moi, il fallait que j'ai quand même la gestion de la qualité, tous les process que tu mets autour, le monitoring de ta prod, tous ces trucs-là, en fait, qui sont importants. Il faut quand même que tu aies un senior, je pense, assez capé quand je dis capé, de nouveau, je m'envoie pas des Mmh. fleurs, mais en fait, mon expérience d'avant, et moi j'avais 10 ans d'expérience d'avant, c'était hyper bénéfique pour ça. C'est-à-dire, en fait, j'ai fait tout ça, ça permet de poser un cadre qui est hyper safe pour l'équipe, et après, toi, ce que je dis, tu te focuses sur la partie software engineering. Et donc, cette expérience-là, en 1 an et demi, 2 ans, je pense qu'il faut que tu as eu la chance d'être dans un environnement, déjà, je pense, être très passionné, très investi, et d'être dans un environnement qui te permet tout ça. Parce que tu vois, moi aussi, le fait que je les protège, c'est pas le bon mot, mais le fait que je les coupe un petit peu de ce truc-là, ça fait qu'effectivement, ils progressent plus vite sur le software engineering, Ouais, mais il y a plein de trucs qui sont importants à découvrir si tu veux être un senior tout seul, entre guillemets, dans une startup, ouais, qu'ils découvrent moins, tu vois. Donc, OK. Ouais, ouais, très bien. Non, mais super, merci beaucoup, hyper intéressant. je t'en prie. On va prendre une autre question par rapport un petit peu à ça, justement, de Guillaume Le Poët, sur la relation entre le software engineering et la gestion du produit en lui-même. Enfin, c'était pas une question, c'est une remarque, mais je pense qu'il aurait envie d'en parler de lui-même. Est-ce que tu es avec nous, Guillaume? Yes, je suis là. Alors attends, vous parlez de. Je sais même plus de quoi on parlait de la. Excuse-moi, j'ai pas fait gaffe. Mathieu vient de parler beaucoup du côté software engineering chez les devs, mais toi, tu avais souligné le côté design de feature et le côté Oui, implémentation dans le produit. ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, moi, j'ai intégré la boîte, j'étais arrivé junior. Et effectivement, j'ai beaucoup monté en compétences quand j'ai participé aux ateliers aussi. On est en mode de design first. Et que ce soit, enfin, pour chaque feature, on va vraiment se casser la tête de savoir comment va fonctionner la feature, quelle relation va être entre chaque microservice, parce qu'on est en microservice. Désolé. Et effectivement, ça fait monter énormément en compétences là-dessus parce que au début, les premiers ateliers, on va écouter uniquement. Et je me souviens que peu à peu, j'ai commencé à prendre la parole et même des fois à proposer des choses presque plus pertinentes que des seniors qui étaient présents parce qu'ils n'avaient pas pensé à ça. Ils étaient tellement dans leur logique qu'ils n'avaient pas le regard extérieur qu'un junior peut avoir. Voilà. Et, euh, et du coup, ouais, je trouve que il n'y a pas que le code où il faut pousser un junior à évoluer. Il y a aussi dans la compréhension du problème et dans la proposition de Ouais. résolution aussi. Ouais, tu as 100% raison là-dessus. Moi, c'est aussi un truc que j'aime bien dans les profils en reconversion, c'est que du coup, comme ils ont une expérience souvent avant, ils ont, en fait, ils ont ce recul et ils savent aussi que c'est un endroit où ils peuvent apporter, entre guillemets, plus facilement. Ils se disent, attends, la tech, il faut que je progresse. Par contre, en fait, je suis aussi bien câblé que les autres, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas aussi avoir un avis sur une autre façon de résoudre le problème et d'avoir des bonnes idées. Et donc ça, effectivement, nous, tu vois, on a un dev qui fait du, je sais pas comment appeler ça, c'est encore du full stack quelque chose, mais il fait une partie de son temps sur du product, en fait, où il vient vraiment réfléchir en amont et voilà, comment dire, faire des protos au sens, j'entends au sens, enfin, pas développer, quoi, hein, faire un proto, une maquette, quoi, faire une maquette, faire une spec, poser des questions sur ces sujets-là. Et donc, on essaie d'intégrer vachement les devs dans cette réflexion parce que moi, je suis convaincu aussi que à la fois, il faut que tu apprennes le software engineering, mais avoir ce qu'on appelle un petit peu un sens produit, c'est hyper bénéfique. Et tu gagnes du temps aussi parce que des fois, toi, tu as des côtés produits, enfin, comme tout le monde, hein, on a tous un peu des œillères, à un moment, on rate des trucs. Et en fait, si
la personne qui développe, elle a ce regard critique, elle va être capable de te dire, attends, pourquoi tu as fait ça déjà? Est-ce qu'il y a une bonne raison? Parce qu'en fait, nous, finalement, c'est compliqué. Donc, s'il n'y a pas de bonne raison, on va peut-être se simplifier la tâche et gagner du temps. Donc voilà, donc je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que progresser là-dessus aussi et intégrer les devs dans la partie réflexion produit, c'est hyper important. Ouais, là-dessus aussi, pour apporter de la valeur au mieux, et tu l'as souligné, c'est ça qui compte pour les devs juniors. Pour apporter au mieux de la valeur, il faut avoir de l'impact, et pour avoir de l'impact, il faut comprendre le produit, donc il faut C'est être un minimum dans la définition de ce qu'on fait, et pas juste être exécutant de tâches qui ont été décidées ailleurs. De mon expérience, en tout cas, c'est vraiment ça qui marche le mieux, c'est quand on implique les gens, juniors ou pas d'ailleurs, ça. dans le et un autre truc que je voulais souligner aussi, qui me paraît essentiel pour les juniors, c'est le côté savoir apprendre. C'est-à-dire que c'est des gens qui... c'est essentiel dans le monde actuel où ça bouge beaucoup de savoir apprendre. Il y a des gens OK, ils sont sortis de grandes écoles, mais depuis, ils apprennent plus vraiment. Ils sont pas en mode étudiant permanent. Et du coup, ils passent à côté de plein de choses. Alors que des gens qui viennent de se former à un certain âge, ils savent mieux ce qu'ils veulent et ils sont dans cette dynamique d'apprentissage perpétuel. Et ça, dans la tech, il y en a forcément besoin. Yes. Euh, on rebondit sur une question qui était posée par plusieurs personnes sur les frameworks, en fait. La question, c'était est-ce que Rails est toujours pertinent en 2024 face au framework JS? Et il y avait une autre question sur Next, Nuxt. Enfin, est-ce que tu as envie de réagir sur quel framework aujourd'hui? Est-ce que tu choisirais toujours Rails ou des choses comme ça? Ouais, alors je suis pas. Moi, honnêtement, j'ai fait un peu de Django, j'ai fait du PHP il y a longtemps, donc il n'y avait pas les frameworks. J'ai fait du Rails. En JS, en fait, j'ai utilisé Express à l'époque, des trucs comme ça, mais j'ai pas essayé Next, Nuxt, donc je peux pas vous donner une comparaison pertinente. Moi, ce que je sais, je suis convaincu, mais bon, vous allez dire que je suis jugé parti, mais je suis convaincu que Rails est toujours pertinent. En fait, Rails, moi, je trouve que ce truc-là, il est surpuissant. C'est-à-dire qu'en fait, quand je sors ce truc-là, il y a tellement de choses. Là, pour vous donner un exemple concret, on a fait une fonctionnalité récemment dans la enfin récemment, enfin un an et demi, mais pour que les utilisateurs puissent nous forwarder par email leurs factures. Donc, c'est en gros, nous, on va collecter toutes les factures des clients puisqu'on en a besoin pour la compta. Et il y a une fonctionnalité, c'est de dire, en fait, tu m'envoies ta facture par mail sur une adresse mail dédiée à ton compte et ça s'intègre automatiquement dans l'appli. Et donc, en gros, ça, on a vu des concurrents le faire. Ils l'ont fait sur des trucs où ils n'avaient pas de framework. Ils ont mis longtemps à le sortir. Ils ont mis plusieurs mois. Nous, concrètement, en 2 semaines, ce truc-là s'était fait parce qu'en fait, Rails le propose nativement dans son truc parce qu'en fait, ils considèrent que c'est une feature un peu classique des frameworks web que de pouvoir intégrer des fichiers par mail dans votre compte. Et donc, ouais, c'est toujours pertinent, c'est toujours ultra puissant. Ils continuent à innover, l'équipe qui est derrière elle, donc je trouve ça assez cool. Après, comme d'hab, hein, c'est pas entre guillemets le meilleur framework, c'est un peu celui où vous êtes le plus productif. Donc c'est ça qui est important. Moi, quand j'avais comparé par exemple à un Express, je trouvais que c'était pas un framework riche en fait. Donc je connais pas bien Next et Nuxt, donc il faudrait savoir. Mais riche, ça veut dire qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de fonctionnalités. Et aujourd'hui, vous avez d'autres, typiquement en Rails, en Ruby, vous avez d'autres frameworks qui sont notamment Sinatra, qui est un framework que j'appellerais pauvre en fait. Il te donne les bases et c'est à toi de venir ajouter tes librairies au fur et à mesure. Euh, et ben, moi, je considère qu'il vaut mieux partir sur un framework riche qui a beaucoup de conventions, qui est peut-être des fois, en fait, quand on est senior, en fait, des fois, ça nous frustre un peu parce que il y a des choses qu'on peut moins bien faire ou qui sont pas faites comme on voudrait. Donc, c'est sûr que à un moment, on a ce petit côté, tiens, j'aurais envie d'avoir plus de liberté. Mais la réalité, c'est que sur une startup notamment, en fait, partir avec ça et se dire, attends, je me pose pas toutes ces questions, c'est vraiment un gros accélérateur. Donc voilà, donc moi je reste convaincu que c'est pertinent. Ça fait des années aussi qu'on pose cette question, est-ce que Rails est toujours pertinent? Je la vois depuis que j'en fais, quoi, parce que c'est un framework qui est vieux, entre guillemets, euh, qui existe depuis longtemps. Je sais pas si vieux c'est le bon mot, mais voilà, continue à être en tout cas très efficace. Ouais, et pour compléter un petit peu, là, tu parlais de Express. Bon, Express, c'est vraiment un framework minimaliste où il y a Ouais, vraiment c'est ça, ouais. c'est pas du tout la même logique que Ruby, mais sur un truc comme Next, même si c'est encore assez jeune, c'est quand même assez riche. Et tu as notamment des optimisations automatiques sur les images, du server-side rendering, de l'aide pour faire de la gestion du edge hosting, on va dire. Et où ça va assez loin, même si c'est probablement pas encore à niveau avec des trucs comme Aurore. Mais voilà, on avance et Mm. il y a vraiment des belles choses qui se mettent en place de ce côté-là. Yes. On
va arriver au bout du webinar. Je vais demander à tout le monde, si vous le voulez bien, de mettre une note sur 5 pour savoir ce que vous avez pensé de ce talk et des insights que nous a partagé Mathieu. Et le temps que vous mettiez ça, je lui laisse le mot de la fin et puis je reprendrai pour vous dire au revoir après. Mathieu, si tu as un petit mot à partager, une envie, une idée, un concept. Non, je sais pas, tu me prends un peu au dépourvu là. Non. Un peu au dépourvu. Non, non, je sais pas. Merci à tous, c'était cool. Moi, j'étais très content de faire ce talk. J'espère qu'il vous a été utile parce que quand on fait un talk, on a toujours l'impression qu'on raconte des banalités un peu. Vous savez, c'est toujours ce truc de quand on sait un truc, on a l'impression que c'est hyper évident. Donc, quand on a une idée, on a l'impression qu'elle est hyper évidente. Donc, c'est cool si ça peut vous aider, vous apporter quelque chose. Et puis voilà, ben, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, moi je suis très présent sur LinkedIn. Donc, si jamais vous passez, faites-moi un coucou. Ce sera avec plaisir. Voilà. Écoute, merci encore pour ce talk super intéressant et pour ton podcast aussi, qui l'est aussi. Ouais. N'hésitez pas à vous inscrire, ça s'appelle Tronche de Tech. Pour notre part, le prochain live, ça sera le 12 février avec Cyril, qui est VP Engineering, qui nous parlera de comment simplifier sa stratégie d'API. On l'annonce bientôt sur Meetup, donc restez connectés. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et un bon appétit à tous. Merci. Au revoir. Bonne app, salut.